Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous êtes aujourd'hui avec Bernard et dans notre émission pacifiste, nous ne pouvions pas échapper à un événement guerrier qui s'est produit la semaine dernière. Alors voici ce que j'ai entendu en ouvrant la radio jeudi dernier. Nous sommes le jeudi 24 février, vous écoutez France Inter, il est 5h. France Inter. Le journal, Pierre Pilet, bonjour. Bonjour à tous. Une opération militaire russe a donc débuté il y a quelques minutes en Ukraine. Annoncée cette nuit par Vladimir Poutine pour défendre les séparatistes pro-russes de l'Est du pays. Le président russe s'est exprimé lors d'un discours surprise à la télévision. J'ai décidé de lancer une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui ont été soumises à des abus et à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Et pour ce faire, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine et aussi de traduire en justice ceux qui ont commis de nombreux crimes sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie. Nos plans n'incluent pas l'occupation des territoires ukrainiens. Nous n'avons pas l'intention d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit par la force. Vladimir Poutine appelle les militaires ukrainiens à déposer les armes. Des explosions ce matin dans plusieurs villes de l'Est de l'Ukraine, dont Mariupol. Au moins 2 autres explosions dans le centre de la capitale, Kiev, peu après l'annonce de l'intervention russe. Aucun bilan communiqué pour l'instant. Après cette annonce entendue sur France Inter le 24 février, nous revenons maintenant sur Radio Libertaire. Non pour dire d'ailleurs notre surprise, car, comme le précise le communiqué de la Fédération anarchiste, cette situation était malheureusement prévisible. La Russie a déjà montré son ambition impérialiste, notamment en Géorgie en 2008, au Moyen-Orient et en Afrique plus récemment. En Ukraine, suite au soulèvement de Maïdan à Kiev en 2014, qui a d'ailleurs fait fuir le président pro-russe Viktor Yanukovych, Poutine a annexé la Crimée et aidé les séparatistes pro-russes du Donbass dans l'est de l'Ukraine. Mais dans notre émission Civis Pacem, nous tenons à affirmer notre prise de position, qui est aussi d'ailleurs celle de nombreux mouvements pacifistes, et y compris d'opposants à la guerre, dans notre pays bien sûr, mais aussi en Ukraine et même en Russie. Nous disons donc non à la guerre, stop à Poutine, solidarité internationale pour les victimes. Plusieurs manifestations contre la guerre en Ukraine ont eu lieu dans de nombreux pays, et d'ailleurs même en Russie, à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Alors à Paris, de nombreux Ukrainiens exilés étaient présents, et les reporters de France Culture en ont rencontré plusieurs. Emmitouflé dans son manteau fourré, Volodymyr Kogoutiak n'a pas attendu longtemps hier avant d'organiser une manifestation devant l'ambassade de Russie à Paris. Solidarité avec l'Ukraine. Drapeau de son pays sur le dos, du haut de ses 30 ans, ce salarié d'une entreprise du numérique s'empare rapidement du mégaphone. Il y est habitué. Je me bats pour la cause ukrainienne. Membre de l'association L'Union des Ukrainiens de France, il est de tous les rassemblements ces dernières années. Depuis 8 ans, nous manifestons et nous demandons à l'Europe d'ouvrir les yeux, de se dire voilà, l'Ukraine est attaquée à l'Est. Il se peut que ce soit toute l'Ukraine qui soit attaquée. Et depuis 8 ans, on diffusait cette information et c'est vrai qu'on n'était pas très écoutés. Aujourd'hui, ça arrive et nous avons besoin vraiment de soutien à l'international pour faire face à la Russie, en fait, qui est énorme. Ce natif d'Ivano-Frankivsk à l'ouest de l'Ukraine est arrivé en France à 11 ans avec ses parents, mais ses grands-parents, eux, sont restés là-bas et c'est par eux qu'il a appris la décision de Vladimir Poutine hier. Parce qu'il y avait les grands-parents qui ont entendu des bombardements, en fait, donc ils nous ont tout de suite appelés. Mais depuis, le téléphone ne sonne plus. Pour l'instant, donc mes grands-parents se cachent. Je n'ai pas d'autres nouvelles en fait à part le fait qu'elles se cachent toutes les deux. Très sincèrement, j'ai peur en fait de vous dire la suite. Moi, j'ai peur de voir en fait les images qu'on aura dans quelques heures, quelques jours. L'inquiétude, l'angoisse, Volodymyr Kogoutiak les partage avec sa femme Uliana. Elle aussi est ukrainienne et craint que son père, à l'ouest du pays, ne soit appelé à rejoindre l'armée. Ensemble, ils font ce qu'ils peuvent pour expliquer la situation à leur fille de 10 ans. Je parle de l'Ukraine, en fait, de ce qui arrive actuellement, et le message, il est très clair, en fait. Le message que je fais passer à ma fille aujourd'hui de 10 ans, il est très clair. C'est de dire que nous sommes en guerre depuis 8 ans avec Vladimir Poutine. Ça ne veut pas dire que les Russes, c'est des gens mauvais.
Si loin de son pays, à plus de 2000 km de l'Ukraine, Oleksandra partage avec beaucoup d'émotion toutes les informations sur l'évolution du conflit. Je suis toujours en contact avec des artistes ukrainiens par les réseaux sociaux. J'ai ma sœur qui travaille pour l'Opéra national de Kiev. Donc je parle avec ma sœur tous les jours. Je m'inquiète beaucoup. Très inquiète pour sa sœur qui habite tout près d'une unité militaire dans la banlieue de Kiev. Elle ne cesse de la joindre, la gorge serrée. Oleksandra ne parvient plus à fermer les yeux depuis le discours mercredi dans la nuit de Vladimir Poutine sur le lancement d'une opération de l'armée russe. Un désastre pour elle, pour l'intégrité de l'Ukraine, pour sa culture. Oleksandra, avec d'autres artistes, est mobilisée depuis des années en France et dans son pays. Depuis 2014, depuis les événements de Maïdan, nous avons organisé énormément de concerts caritatifs pour l'aide à l'Ukraine. Et en Ukraine, avec le projet Opéra Requiem Job, qui est devenu mondialement connu, où on a présenté cette œuvre à 12 km de la ligne de combat. L'un de ses proches, leader d'anciennes manifestations en France de soutien à l'Ukraine, était le chanteur d'opéra Vassil Slipak. Moi, j'ai choisi le pacifisme, mais lui, il allait plus loin. Il allait jusqu'à combattre. Et en 2016, il est mort, tué par un balle de sniper à l'est de l'Ukraine. Et si d'autres artistes ukrainiens se disent prêts aujourd'hui à prendre les armes, Oleksandra n'a pas oublié son traumatisme d'enfance. On était éduqués, allés à l'école soviétique, manier le Kalachnikov, les monter et démonter en vitesse à l'aveugle, bien tirer. J'ai été dégoûtée par cette pression. J'ai compris que pour moi, la liberté, c'est autre chose. Chanter, présenter mon pays, passer le message fort sur l'Ukraine et sur les valeurs humaines, de valeurs universelles. Oleksandra a participé au rassemblement de soutien à l'Ukraine hier soir, place de la République à Paris, et elle sera bien présente pacifiquement aussi demain, au même endroit, pour dire non à la guerre. Як уявляли ми, світ 2 кроки від весни, 2 кроки від зими. Більше не лякають нас уламки їхніх стін. Нам залишилось пройти найвищу із вершин. І може й наші очі завиває дим, та ми не помічаємо, бо вогонь наш побратим. І наші очі заливає піт, та ми не закриваємо їх, ми дивимось на світ і далі йдемо. Ми далі йдемо вперед, ми далі йдемо. Vous venez d'entendre un extrait du concert improvisé par le groupe ukrainien Okean Elzy le 22 février 2022 sur le pont de Kiev, soit 2 jours avant l'attaque de l'armée russe en Ukraine. Ce morceau est présenté d'ailleurs de la façon suivante sur la chaîne YouTube du groupe. Par une journée difficile, le matin du 22 février 2022, nous avons eu l'idée de simplement sortir sur le pont à Kiev en tant que musicien de rue pour jouer quelques chansons à la guitare. Il fallait montrer à tout le monde que nous sommes ensemble. Okean Elzy est un groupe célèbre en Ukraine, et nous entendrons dans cette émission d'autres chansons de ce groupe. Alors revenons au 24 février 2022. Pure coïncidence, les Amis du monde diplomatique organisaient une visioconférence avec le journaliste David Garcia autour de son article « Quand les médias se moquent du monde », article publié en première page du Monde diplomatique de février 2022, avec l'article d'ailleurs de David Teutry, « Ukraine, pourquoi la crise ?» Alors on pouvait lire dans le chapeau de l'article de David Garcia « Faut-il qu'une guerre mondiale éclate
pour que les grands médias audiovisuels français questionnent les candidats à l'élection présidentielle sur la politique internationale. En somme, les grands médias ne s'intéressent pas beaucoup à la politique internationale. Alors, le présentateur de la visioconférence interroge David Garcia. Aujourd'hui, effectivement, l'article parle de la faiblesse de la part de la faiblesse des informations au niveau international, mais aujourd'hui, l'ouverture quotidienne des journaux traite du conflit en Ukraine. Est-ce que cela ne vient pas un peu contredire justement votre article ou est-ce que c'est juste une coïncidence? Voilà. Bonsoir à tous, merci aux amis du Monde Diplo de Rennes pour leur invitation. C'est la deuxième fois, c'est toujours un plaisir. Et c'est la deuxième fois en visioconférence. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir en vrai. Donc effectivement, ce matin, quand j'ai appris la nouvelle, comme chacun d'entre vous, évidemment, ça a été un choc. Et en pensant à la conférence de ce soir, effectivement, je me disais, bon, à première vue, ça pourrait un peu contredire l'article. On pourrait se dire, bon, il est gentil, David Garcia, le Monde Diplo, mais bon, là, tous les médias de presse écrite, la radio, les télévisions parlent de l'Ukraine, parlent de l'international. Bon, d'ailleurs, quand on interroge les journalistes comme je l'ai fait, ils disent toujours qu'ils font en fonction de l'actualité, qu'ils font ce qu'ils peuvent, etc. Donc ça on pourrait se dire, ça contredit. Sauf que cette situation, moi, elle me rappelle, quoique de façon très exacerbée, la couverture de la chute de Kaboul. Parce que au moment où je faisais mon enquête, c'était où je terminais, donc c'était à l'automne, l'hiver. Quand j'interrogeais les responsables des rédactions audiovisuelles, ils me disaient, mais attendez, vous nous dites que nous ne couvrons pas assez l'international, ou de façon biaisée, approximative, mais regardez Kaboul, on a bien couvert. Et c'est notamment TF1, la direction de la communication et d'autres, France 2. Ils me disaient, on a la couverture. Effectivement, j'ai vérifié, et ils ont bien couvert, c'est-à-dire les médias ont bien couvert. Ils ont bien couvert parce que ce sont des événements. Dans le jargon journalistique, un événement, c'est quand se produit un événement majeur. Alors, ça peut être un événement ça peut être une catastrophe, un tremblement de terre, une catastrophe naturelle, ou dans l'ordre plus politique, dans l'ordre plus diplomatique, le déclenchement d'une guerre ou la fin d'une guerre ou la chute de Kaboul. Mettait un terme à 20 ans d'occupation américaine. Bon, ça a été amené, mais tout d'un coup, il y a un déferlement médiatique. C'est-à-dire que les médias ne parlent plus que de Kaboul. De même que au moment où les États-Unis ont lancé leur opération après le 11 septembre, cette guerre éclair a été couverte, très couverte, surcouverte. Mais entre les deux, il ne s'agit pas de dire que l'Afghanistan n'a pas été couvert, mais enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été une couverture à éclipse, parce que ce n'était plus un événement. Si bien que, à la limite, on pourrait se dire que un téléspectateur, un auditeur, entre ces deux événements, finalement, il pourrait se dire, mais il n'a pas été tellement bien informé. Je ne parle pas des lecteurs du Monde Diplo qui lisent tous les mois et qui ont les détails, parce que les médias, surtout les grands médias, ceux qui font de l'audience, ils s'intéressent aux événements. Donc, pour en revenir à l'Ukraine est très couverte. Moi, j'ai regardé BFM, j'ai écouté France Inter. On ne parle que de ça. Il y a eu une gradation, donc on en parle, certes. Mais ce sont des événements. Et moi, ce que j'ai analysé au cours de la dernière année, c'est que les événements sont montés en épingle. Donc, il y a l'Ukraine, il y a aussi, je cite dans l'article l'ouragan Ida sur la côte est des États-Unis, qui a fait une 50aine de morts, mais bon, ça fait des belles images. Évidemment, il y a eu aussi, enfin, je dis évidemment, on pourrait penser peut-être que tout le monde n'a pas suivi, mais il y a eu une éruption volcanique dans les îles Canaries, donc il y a eu une grosse couverture. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, il y avait quasiment un sujet tous les 2 jours dans le 13h, dans le 20h, France 2, France 3, etc., etc. Donc ce sont des événements parce que ça fait des belles images. N'oublions pas, la télé, c'est des images, et le public serait friand de cette actualité-là. Bon, mais
Passé ces événements, encore une fois, on n'en parle pas. Alors sur l'Ukraine, je fais quand même une petite parenthèse spécifique à l'Ukraine. C'est difficile de pas en parler, même si je vais pas aller trop loin, puisque donc un chercheur va venir s'exprimer sur l'Ukraine, et lui c'est un spécialiste de l'Ukraine, ce que je ne suis absolument pas. Sur l'Ukraine, pour ne pas parler seulement de la place, dans l'article, je parle de la manière dont est traité, dont est couvert l'actualité en lien avec la Russie. Ce qui est certain dans cette affaire, c'est que vous l'aurez noté, c'est qu'on peut pas dire que les médias ont fait preuve d'une parfaite impartialité, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Dès que ça touche à la Russie ou à la Chine, en gros, les médias occidentaux, on pourrait dire aussi les médias d'autres pays, il ne s'agit pas de dire, mais intéressons-nous aux médias français. Les médias français ont l'habitude de relayer la position officielle, la position du Quai d'Orsay, la position du gouvernement. Quand la France est hostile à une guerre américaine, comme en 2003, les médias majoritairement sont contre la guerre. Voilà. Je pense que là-dessus, il y a eu un consensus national du monde diplo à tous les médias là-dessus. Bon, voilà. Tout le monde a salué le discours de Villepin, etc. Le problème, c'est que quand la France fait la guerre, comme par exemple au Kosovo, parce qu'on parle beaucoup de l'OTAN, des enjeux autour de l'OTAN, la guerre de l'OTAN en 99 était une guerre parfaitement illégale, puisqu'il n'était pas encadré par l'ONU. L'OTAN ne peut pas faire la guerre en tant que telle. Donc là, les problèmes de légalité embarrassaient moins les médias français. Et on a eu un déferlement belliciste de tous les médias dominants. Dans mon article, je cite Christine Ockrent, je la cite pas sur cette affaire-là. Christine Ockrent, dans toutes ses émissions, elle était pro-OTAN, il fallait bombarder. Bon, bien sûr que Milosevic et le gouvernement serbe, a perpétré des massacres au Kosovo, on le sait, il y a eu aussi beaucoup de fake news à l'époque, mais on a même eu une Christine Ockrent qui est une référence en matière de politique étrangère comme journaliste, interviewée par une télévision américaine, qui disait il faut soutenir l'OTAN c'est le camp de la démocratie, des droits de l'homme, on est avec vous, on est avec les États-Unis. Donc voilà, une journaliste qui sortait largement de son rôle de journaliste, qui a enfilé son treillis. Dans le cas de la Russie, même si il paraît un petit peu difficile aujourd'hui, compte tenu de l'émotion légitime, d'avoir un discours un peu nuancé, évidemment, il s'agit évidemment pas de défendre, de cautionner l'invasion de l'Ukraine là-dessus. Je pense que personne n'est pour la guerre, on sait qu'il y a déjà des morts, etc. Mais enfin, il n'est pas non plus interdit, et on peut considérer que le rôle d'un média est d'éclairer le public, d'éclairer les lecteurs, et d'essayer d'expliquer comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Et le Monde Diplo a publié, alors c'était en 2018, une série d'articles sur la manière dont le camp occidental a étendu son influence via l'OTAN, toujours plus à l'est vers la Russie. Et le Monde Diplo a été un des rares journaux, je crois le seul d'ailleurs, à documenter son article en s'appuyant sur des archives. Ce sont des archives qui démontrent que les dirigeants américains de l'époque, c'était George Bush senior, et son ministre des Affaires étrangères avait promis à Gorbatchev que l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce vers l'est. C'est le titre de l'article. Je dis ça parce que il y a eu contestation sur France Inter, notamment Pieraski a dit que c'était pas vrai, que c'était fake news. Effectivement, il n'y a pas eu d'engagement écrit. Il n'y a pas eu d'engagement écrit de la part du camp occidental, c'est vrai, mais il y a eu des engagements oraux qui sont documentés, il y a des archives, et curieusement, les médias n'en parlent jamais. Encore une fois, il ne s'agit pas de soutenir la guerre, d'avoir l'air d'exonérer Vladimir Poutine de ses responsabilités, c'est pas ça, mais Vladimir Poutine est réellement présenté comme une sorte de Dark Vador. Voilà, c'est un personnage de bande dessinée. Oui, Poutine est un autocrate, ça on le sait bien, c'est un oligarque. Enfin, il a beaucoup d'amis oligarques, mais il n'est pas le seul. Emmanuel Macron aussi a des amis oligarques. Bernard Arnault est un oligarque, mais ce terme n'est jamais employé. Quand il s'agit de Bernard Arnault et d'autres, il est employé pour les Russes. Il y a aussi des oligarques en Ukraine d'ailleurs, même si c'est le pays qui a été agressé. Le régime ukrainien est loin d'être un exemple en matière de démocratie. Світанні сонце й дим,
мало хто знає, що ж буде з ним, що буде завтра. В юних думках в когось надія, а в когось страх. Гілля кале похилилося, мама, кому ж не молилися, скільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя війна. Стали батьками доньки й сини, все кольорові, бачили сни і цілували руки брехні. За тихі ночі віддали дні. Гілля кале похилилося, мама, кому ж не молилися, скільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя війна. Добре, там і колись, там, де без поту, і там, де без сліз, тільки не було в тому мети. Я так не можу, а як зможеш ти? Гілля калин похилилося, мама, не тим ми молилися, скільки іще забере вона твоїх дітей, не твоя війна. Гілля калин похилилися, мама, кому ж ми молилися, скільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя війна, скільки ще забере вона твоїх дітей. Après cette chanson de circonstance du groupe ukrainien Okean Elzy, intitulée Pas de guerre, je le dis en français, en réalité la chanson est entièrement en ukrainien. Nous reprenons l'exposé du journaliste David Garcia dans la visioconférence des Amis du monde diplomatique du 24 février, le jour de l'attaque de l'armée russe contre l'Ukraine. Alors, chacun sait que dès qu'un conflit commence, une guerre de propagande démarre et les journalistes, bien sûr, y participent. Écoutons maintenant ce qu'en dit David Garcia. Ce matin, ce qui m'a frappé sur France Inter, sur l'Ukraine, c'est les invités du 7-9, de Nicolas Demorlaes-Salamé. C'était un ancien journaliste et un journaliste, Bernard Guetta, qui a longtemps été le chroniqueur international de France Inter, qui lui est un atlantiste plus, qui considère que sur les questions européennes, chaque fois qu'il y a un problème, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe.
Donc si l'Europe n'est pas assez soucieuse, c'est parce qu'il faut encore plus d'intégration européenne. Ça n'arrive pas, il faut toujours plus voilà. L'OTAN, oui, il faut toujours que l'OTAN intervienne. Vladimir Poutine est un psychopathe, Vladimir Poutine est cinglé, il est fou, etc. Je sais pas, il a peut-être des problèmes. Je suis pas sûr que ça élève le débat de dire ça. Ça aide pas vraiment à comprendre les tenants et les aboutissants du conflit russo-ukrainien. Alors il était censé avoir, je sais pas s'il y a un contradicteur, mais il y avait un autre journaliste, c'est Pierre Servant. Il se trouve que c'est un ancien journaliste du Monde, et il se trouve que c'est des anciens collègues. Et donc à un moment donné, ce matin, ils disent oui, on a travaillé ensemble. Ah oui, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Pierre. Ah oui, Bernard, je suis d'accord avec toi. Ah oui, j'allais te le dire. Donc voilà, Salamé Demorand est d'accord avec Guetta, c'est l'ancien collègue d'ailleurs, puisqu'il était avant. Maintenant, il est député macronien Renew, donc il encense Macron, un peu comme son successeur d'ailleurs, Pieraski, qui lui est toujours au nom de la défense des droits de l'homme. Il faudrait être beaucoup plus dur avec la Chine, beaucoup plus dur avec la Russie. Bon, par contre, sur le Yémen, donc je reviens à ce qui a été dit sur le Yémen. En effet, là-dessus, il ne s'agit pas de dire que les médias dominants présentent une image sympathique de l'Arabie Saoudite et des pays du Golfe. C'est voilà le cas. On a des sujets régulièrement sur la condition des femmes en Arabie Saoudite, dont on veut qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas, idéale. Elle n'a pas grand-chose à envier à ce qui se passe en Afghanistan. Bon, c'est l'Afghanistan, évidemment, les talibans, ils sont ce qu'ils sont, à un niveau d'obscurantisme difficilement dépassable. Mais enfin, en Arabie Saoudite, pays où un journaliste d'un ressortissant a été quand même démembré sur ordre du roi, un journaliste critique. Donc, mais cet État client des États-Unis, cet État qui pourvoit en pétrole, en hydrocarbures l'Occident, a provoqué le chef de file d'une guerre au Yémen, qui est une guerre totalement oubliée, une guerre totalement occultée. Un rapport de l'ONU sorti en novembre dernier faisait état de 377 000 morts. Malheureusement, il doit y avoir plus de morts depuis, on peut le supposer. Eh bien, je me suis intéressé à la manière dont a été couverte la sortie de ce rapport. Rien, silence radio, sauf exception. Donc TF1, France 2, M6, France 3, on n'en parle pas. Bon, 360, on n'en parle pas. Dans l'article, je faisais un parallèle avec l'ouragan Ida, qui a fait 50 morts. C'est toujours regrettable, 50 morts, mais 50 morts d'un côté, sur un ouragan dont personne n'est responsable finalement. Les autorités américaines ont fait ce qu'il fallait, elles sont parfaitement armées. 377 000 morts sur une guerre, qui est une guerre, c'est une guerre interreligieuse, c'est une guerre des sunnites contre les Houthis, contre les chiites au Yémen. Et puis, ce qui est très choquant pour nous Français, en tout cas, ce qui peut nous interpeller, c'est que parmi les alliés de la coalition saoudi, je sais pas comment on dit, saoudienne et émirati, il y a Al-Qaïda Yémen. Et Al-Qaïda Yémen, ça peut, c'est une organisation qui est familière pour nous autres Français, puisque c'est Al-Qaïda Yémen qui a revendiqué l'attentat de Charlie Hebdo. Donc les frères Kouachi avaient fait allégeance à Al-Qaïda. Quand on y pense, ça peut être intéressant, même d'un point de vue, j'allais dire sensationnaliste, de dire, attendez, on a quand même un État allié qui est allié avec Al-Qaïda. C'est quand même l'horreur de Charlie Hebdo, et personne n'en parle. On sait que la France vend beaucoup d'armes à l'Arabie Saoudite. On sait que Dassault fait des bonnes affaires. On sait que Emmanuel Macron s'est rendu, je crois que c'était en décembre, en Arabie Saoudite. Je crois qu'il a été Macron a dû dire qu'il fallait, les droits de l'homme c'était important, et puis on est passé à la signature des contrats. C'est caricatural. Oui, Poutine est un autocrate, mais Mohamed Ben Salman, je sais pas si on peut comparer, mais franchement, en termes d'horreur et de violation des droits de l'homme, je sais pas si on peut faire le match, mais on est quand même à un niveau assez élevé. Mais voilà, on a des médias qui sont suivistes, le livre de Chomsky n'a pas peur d'une ride, je crois qu'il est sorti il y a 20 ans ou 25 ans pour la première fois. Et en effet, il n'y a pas de contradictoire, il n'y a pas de pluralisme. Et là, quand il y a un effet loupe, il y a un effet grossissant, c'est-à-dire quand il y a un conflit, quand il y a une guerre, on sent qu'il y a un phénomène d'union sacrée. L'expression qui a été forgée pendant la Première Guerre mondiale. Là, c'est les bruits de bottes. Je vous recommande le livre qui a été sorti par Acrimed, qui a été coécrit notamment par Serge Halimi. Je l'ai là. C'est L'opinion, ça se travaille, qui s'appuie sur l'exemple des guerres, les guerres au Kosovo, les bombardements de l'OTAN, la guerre du Golfe.
un alignement systématique sur les positions du Quai d'Orsay, sans aucun recul. Donc sur l'Ukraine, pour résumer, oui, il y a un traitement, mais c'est un traitement événementiel. Bon, évidemment, chacun d'entre nous, on souhaite tous que cette guerre se termine le plus vite possible et fasse le moins de morts possible. Mais malheureusement, si cette guerre venait à s'embourber, il y a fort à parier que les médias en parleraient moins. N'oublions pas que l'affaire du Donbass, cette espèce d'état de guerre larvée, durait depuis 2014. Depuis 2014, il y a eu un cessez-le-feu. Bon, on peut pas dire que les médias en parlaient beaucoup. Entre 2014 et 2022, et d'ailleurs, c'est peut-être un détail, mais on parle toujours du Donbass, mais il y a une autre république autoproclamée qui est la république de Lougansk. On parle, les médias, je ne sais pas pourquoi les médias ne parlent que du Donbass, mais il y en a une autre. Bon, les intéresse moins, enfin, je dirais c'est un détail. Mais là, depuis quelques mois, oui, on a plus de reportages sur ce qui se passe là-bas. Bon, sur le point de vue russe, je trouve, est quand même le point de vue des Russes du Donbass est moins documenté que le point de vue ukrainien, mais voilà, donc évidemment, je ne souhaite pas que ça se prolonge, mais il y a fort à parier, encore une fois, que si le conflit s'embourbe, on en parlera beaucoup moins. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Nous parlons aujourd'hui de la guerre que l'armée russe mène actuellement en Ukraine et vous venez d'entendre le morceau du groupe Okean Elzy intitulé Sans frontières. Le groupe Okean Elzy a été fondé en 1994. Il a pris une part active en 2004 dans ce que l'on a appelé la révolution orange en Ukraine.
Il s'est produit d'ailleurs plusieurs jours sur la place de l'Indépendance à Kiev, et il est ainsi devenu très populaire dans son pays. Son chanteur vedette, Viatoslas Vakarkouch, a décidé de ne chanter qu'en ukrainien, ce qui ne l'a pas empêché d'ailleurs d'avoir un grand succès lorsqu'il s'est produit à Moscou. Il faut savoir que les populations russes et ukrainiennes ont une longue histoire commune et que les artistes des deux pays partagent souvent les mêmes popularités. Alors les journalistes des grands médias français, auxquels David Garcia a fait référence dans notre émission, ceux d'ailleurs qui se contentent souvent de suivre la ligne du Quai d'Orsay, n'ont pas toujours fait l'effort de se renseigner sur l'histoire des pays dont ils parlent. Alors j'ai posé la question à David Garcia sur leur formation. Est-ce que les journalistes aussi ont une bonne formation, on va dire, pour couvrir les événements du monde? Enfin, voilà, est-ce une question peut-être de la formation ou l'expérience? Donc ça, c'est de la part de Union Pacifiste. D'accord. Écoutez, sur le papier, les journalistes français sont bien formés. Hein. Les chefferies, ils ont tous fait Sciences Po. Hein. Pas tous, mais beaucoup ont fait Sciences Po. Sciences Po, on parle d'international. Ils ont fait des écoles de journalisme pour la plupart. Donc, pour moi, c'est pas une question de formation. Ils ont tous les titres. Ce sont des vrais mandarins au sens qu'ils ont un capital culturel, etc., etc. Après, oui, est-ce qu'il faudrait que les écoles enseignent différemment? Moi, il me semble qu'il faudrait que les écoles déjà enseignent le journalisme. Vous avez peut-être lu le livre de François Ruffin, Les petits soldats du journalisme. Être un petit soldat du journalisme, c'est ça fait un peu rare de dire ça. C'est être un petit soldat du capital. C'est être un petit soldat de la marchandise. C'est être un petit soldat de l'audimat. Quand on est un petit soldat de l'audimat, c'est ce que disent les écoles. Elles ont pas tort. Elles disent, mais nous, on forme des gens, on leur donne les armes pour qu'ils puissent s'insérer sur le marché du travail. Ils ont pas tort. C'est vrai que la situation économique des journalistes est tellement précaire que si en plus on lutte comme ça, c'est plus compliqué. D'une certaine manière, les écoles ont raison. Mais en même temps, les écoles, elles forment aussi des citoyens, elles pourraient aussi donner des armes, en tout cas dire, voilà, dans l'enseignement, qu'il y ait une part aux journalistes qui veulent faire un autre journalisme, après tout, qui est toujours possible. Et puis il y a aussi des niches, mais ça c'est rarement proposé. Donc oui, on pourrait prévoir une autre formation, mais je ne crois pas que ce soit parce que les journalistes ne seraient pas suffisamment formés. Je ne pense pas que ce soit la raison. Mais c'est vrai qu'il y a un manque d'appétence. Et sur la guerre au Yémen, sujet évoqué dans l'article, oui, c'est pour moi l'exemple le plus choquant du deux poids deux mesures. En effet, selon qu'on soit allié de l'Occident ou pas, c'est pas le même traitement. Hein. Bon, Noam Chomsky a très bien théorisé ça dans son livre classique, la propagande en démocratie, qu'il a coécrit avec Edouard Herman, dans lequel il démontre qu'il y a deux types d'États dans leur rapport avec l'Occident, les États clients et les États ennemis. Bon, et sur le Yémen, c'est flagrant. Moi, l'exemple que je cite, je vous ai parlé tout à l'heure de l'ouragan Ida. Bon, cet ouragan, ce qui m'a frappé, c'est que c'est quand même la surmédiatisation de tout ce qui se passe aux États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis aimantent les médias. Pourquoi? Parce que, tout simplement, d'abord, parce que les journalistes sont fascinés par les États-Unis, mais parce qu'il y a beaucoup de journalistes aux États-Unis. Aujourd'hui, TF1 n'a plus qu'un seul bureau à l'étranger, c'est à Washington. Il les a tous fermés. Il a fermé le bureau à Jérusalem, a fermé en 2019 parce que, bon, d'après les chefferies éditoriales, le conflit israélo-palestinien, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Et puis, c'est un peu dangereux parce que si on fait un sujet critique dans lequel on évoque le sort épouvantable des Palestiniens, l'apartheid, bon, il faut jamais employer ce terme-là parce que sinon, il y a toute une partie de l'extrême droite juive française qui vous tombe dessus, qui vous fait des procès en antisémitisme, etc. Un journaliste remarquable comme Charles Anderlin on fait des frais. Charles Anderlin, qui à la fin de sa carrière a été complètement placardisé, à qui on reprochait d'être trop sérieux, trop universitaire, de faire du diplôme chiant, alors que Anderlin, c'est juste l'honneur du service public. Anderlin, c'est plus qu'un journaliste, c'est un historien. Il a fait un travail remarquable. Il a documenté le messianisme juif. Il a fait ce que j'allais dire devraient faire tous les journalistes. Et c'est un ovni à la télévision. C'est des Anderlin, il n'y en a pas deux. C'est ça le problème. Et ça montre que oui, on peut parler à une heure de grande écoute et éclairer le public.
Et Anderlein, il en a fait des. Bon, c'est un homme. Ouais, j'ai interviewé. Je vous recommande son livre. Il est profondément meurtri par la manière dont il a été traité. Et d'ailleurs, il raconte dans son livre qu'il avait postulé au poste de correspondant à Washington et que il n'a pas été pris parce que Étienne Lennart, chef du service étranger que moi j'ai rencontré, avait peur qu'il parle trop du conflit israélo-palestinien, même en Chine, et surtout qu'il parle trop de diplomatie et des enjeux diplomatiques. Autrement dit, qu'il fasse pas assez de sujets légers. Voilà. Donc en gros, on lui reproche de trop travailler, quoi, d'une certaine manière, de trop connaître ces sujets. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas tellement un problème de formation, parce que d'une certaine manière, si vous êtes très bien formé et qu'après vous en êtes frustré, c'est presque mieux de pas être formé. C'est un peu caricatural ce que je dis, bien sûr, mais c'est voilà. Oui, et il y a cette tradition très occidentale du reporter de guerre. Voilà. Le reportage de guerre, c'est très prestigieux dans la profession. On pense au prix Albert Londres, on pense le reportage de guerre, on y va sur le treillis. Et c'est vrai que dans les rédactions de ces grandes chaînes, il y a des reporters de guerre attitrés. Par exemple, vous citiez le cas de Marisburgo. Il y a Marisburgo, effectivement, qui va être sur les états. On pourrait citer l'exemple d'une journaliste de TF1 qui s'appelle Liseron Baudoul, qui est vraiment à la tête brûlée. Alors elle a pas froid aux yeux, c'est moins qu'on puisse dire. Elle adore. J'ai lu plusieurs de ses interviews qu'elle a accordées à la presse locale, notamment. Où c'est quelqu'un qui prend des risques, mais même ses collègues sont obligés un peu de la réfréner. Et donc, sur l'incarnation, ce dont les télés sont très friandes, c'est des sujets incarnés, c'est des sujets où il y a une mise en scène. Le journaliste se met en scène. Le reporter de guerre se met en scène. Arrêt sur image a un peu décrypté ça. Ils ont fait après la chute de Kaboul, ils ont fait une émission. Donc ça devait être début septembre ou fin août sur le traitement de la chute du Kaboul. Et justement, il y a des images où on voit Liseron Baudoul. À un moment donné, il y a un échange de tirs. Alors je sais pas, c'est peut-être en Syrie. On la voit qui est derrière un mur. On voit qu'elle prend des risques. Elle a son gilet pare-balles. Elle court. Sous le feu. Ça rappelle un peu le film. Je sais pas si vous l'avez vu, le film de Bruno Dumont, France, où il y a ce personnage de star de l'information qui est à la fois en plateau et qui est à la fois embedded. Alors ça, c'est pas très réaliste. Donc voilà. Donc ça fait des belles images. Ça fait des images. Et alors moi, j'ai interviewé un grand reporter qui est plus un caméraman, un journaliste reporter d'images, qui a pas mal couvert l'Afghanistan, qui lui pratique cette forme de journalisme embarqué. Et lui, il a couvert l'Afghanistan, plus récemment le Mali, l'opération Barkhane, et notamment, il a son fait d'armes, c'est en 2011, ils suivent une compagnie, un régiment, pardon, je suis plus sûr des termes militaires, pardon, je crois que c'est un régiment américain commandé par un sergent américain. Donc il filme, donc il y a un échange de tirs avec des talibans. Donc on voit déjà le début, il y a un échange de tirs, on y est, c'est comme dans un film. Et scène incroyable, éprouvante à voir. Bon, je l'ai regardé. Je me suis demandé si c'était pas du voyeurisme. D'ailleurs, on voit le sergent américain qui saute sur une mine. C'est épouvantable. On voit la mine qui explose. On voit c'est un jeune homme qui hurle. Bon, il n'est pas mort. Bon, il a été amputé des deux jambes. Donc il est là. Il s'en est fallu peu pour que le journaliste rapporte son image. Bon, lui et Michel Scott, qui est considéré comme une pointure, un grand reporter, eux, c'est des habitués des zones de guerre. Et alors, cette séquence, ils l'ont racontée, je l'ai vue, ils l'ont expliqué après à Claire Chazal. Donc c'est le journal de 20h. Donc ça devait être un vendredi ou un samedi, parce que Chazal présentait les journaux du week-end. Et donc là, ils expliquent, ils reviennent sur ce fait d'armes journalistique, ce scoop sanglant. Ça fait des images. Ça c'est montré. Ça peut faire la une du journal. Alors ce même journaliste Gilles Parot qui accepte de me parler, c'est pas facile de faire parler des gens de Bouygues, de TF1. On voit l'autre différence avec le service public quand même. Dans le service public, il y a encore des syndicats indépendants. Voilà, comme quoi quand il y a des syndicats, c'est pas la même chose que quand vous avez il y a des syndicats à TF1 mais qui sont relativement proches de la direction. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc Gilles Parot, lui, il a aussi filmé un sujet aussi qui a été diffusé je crois en 2e ou 3e position. Ça devait être c'était peut-être en novembre ou en décembre dernier. Donc c'était dans le journal d'Anne-Claire Coudray, donc ça va être le week-end. Et c'est sur sur l'évacuation du matériel. Donc on voit
On voit donc les journalistes qui sont embarqués avec l'armée française. Quoi, c'est une base avec beaucoup de matériel. On voit qu'ils rangent le matériel. Ils s'en vont, ils traversent le désert. Alors ils sont escortés parce que c'est dangereux, parce que ils peuvent essuyer des tirs de djihadistes. Bon, ça se passe bien. On les voit quand ils rembarquent le matériel. On les voit quand ils sont escortés. Et à un moment donné, il y a une fausse alerte, donc ça fait des belles images dans le désert. Tout ça, ce sont des images qui sont faites en collaboration avec le ministère de la Défense. C'est de la communication de fait. Mais donc c'est le traitement majoritaire dans les journaux télévisés. Mais il y a d'autres traitements. Et alors, pour en revenir au Yémen, je cite. Alors moi, ce qui m'a surpris, alors ce qu'il y a de bien dans les enquêtes, on a tous des préjugés, des prénotions. Moi, le premier, comme tout le monde. Bon, j'essaye de m'en défaire le plus possible. Bon, c'est pour ça qu'il faut avoir le plus possible d'entretiens contradictoires, évidemment, pour études documentées, etc. Je sais pas si c'est une bonne surprise, mais moi, j'ai découvert l'émission Enquête exclusive sur M6. Je ne veux pas vous faire une promotion de M6, mais ce qui m'a surpris, il y a un tel état, il y a tellement peu d'international que finalement, M6 a pris un créneau. Bon, M6, c'est la zone interdite. Je ne vais pas vous recommander de regarder les zones interdites. C'est vraiment... c'est quand même, en termes de racolage, ils sont sur l'échelle Richter de racolage, ils sont quand même assez élevés. Mais à 23h, à une heure de moindre écoute, il y a Enquête exclusive qui, 60 à 70% de ces émissions diffusent des 52 minutes, des sujets longs, des reportages. Il y a beaucoup de reportages du type le tourisme vert au Costa Rica, les mariages arrangés en Inde, etc. Bon, c'est très sociétal. Bon, on apprend quand même des choses. Et puis, il y a une série de sujets, notamment un bon sujet, un bon reportage qui a été fait au Mali, qui n'était pas un reportage embarqué. Donc, c'est une équipe de journalistes qui connaissent bien le terrain. Ils sont allés dans des zones contrôlées par les djihadistes, donc c'est quand même relativement dangereux. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est pas du tout manichéen. Le reportage explique que pourquoi il y a cette défiance vis-à-vis des troupes françaises. Il explique qu'en fait, les populations qui se rallient aux djihadistes, c'est pas une question de fanatisme, c'est pas une question d'innocence. Souvent, il y a des raisons économiques. Il peut y avoir des conflits entre sédentaires et nomades, entre bergers et agriculteurs, enfin des choses comme ça, des raisons économiques. Et il y a notamment le fait que le gouvernement malien a pu ne pas très bien traiter des nomades, des bergers, qui du coup se sont mis sous la protection des djihadistes. Voilà. Donc tout ça, évidemment, c'est autre. Quand on présente des choses comme ça, c'est pas la même chose que de dire, voilà, il y a des djihadistes qui sont des fondamentalistes, qui sont des fanatiques, et de l'autre côté, il y a la France, pays des Lumières, rempart, etc. Bon, on est bien d'accord que l'État islamique, voilà, ce sont des obscurantistes là-dessus. Mais sur pourquoi ils sont écoutés, pourquoi ils sont soutenus, c'est ça qui est intéressant. Et ce sujet-là, je trouve qu'il donne des billes. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'images spectaculaires, mais il donne à réfléchir. 52 minutes, enquête exclusive, sur M6. Voilà. Donc, Веселі брати часи настали, нове майбутнє дарує день. Чому ж на небі так мало сонця стало? Чому я далі пишу сумних пісень? Чому ж на небі так мало сонця стало? Чому я далі пишу сумних пісень? Веселі, брати, часи настали, ми наближаємось до мети. Чому ж тоді я шукаю іншу стежку? Чому я далі з ними не хочу йти? Чому ж тоді я шукаю іншу стежку? Чому я далі з ними не хочу йти? Брати, часи настали, на грудях світить нам слави знак, нам очі ніжно закрили, губи медом змастили, душу кинули просто так. Нам очі ніжно закрили, губи медом змастили, душу кинули просто так. Душа прокинулась та й питає, сама у себе,
питати золото замість тата, замість мами глухасті дар. Немає в кого питати золото замість тата, замість мами глухасті дар. Навколо стало, кудись поділися голоси. Часи веселі настали, нас лишилось так мало, ну їх, брате, такі часи. Часи веселі настали, нас лишилось так мало, ну їх, брате, такі часи. А нам з тобою своє робити, відкрити очі і далі йти. Ісу весело стиснувши, мало ніжно любити. Хто ж тоді, як не ми, брати? Ісу весело стиснувши, мало ніжно любити. Хто ж тоді, як не ми, брати? Хто ж тоді, як не ми, брати? Хто ж тоді, як не ми, брати? Après ce morceau de musique plutôt optimiste du groupe ukrainien Okean Elsi, intitulé « Joyeux mon frère, le temps est venu », nous continuons à parler de la guerre en Ukraine dans notre émission Civis Pacem de l'Union pacifiste. Le dimanche 27 février, au 4e jour du déclenchement du conflit par l'armée russe, un nouveau pas dans la militarisation du monde a été franchi. Voici ce que l'on a entendu à l'écoute de la chaîne France 24. Le chancelier de l'Allemagne, Olaf Scholz, s'exprime. Budget aura 100 milliards de plus pour l'armée, pour les investissements nécessaires dans les équipements. D'année en année, nous passerons plus de 2% de notre PIB pour notre défense. Cet objectif, il n'est posé pas simplement parce que nous avons nos obligations avec nos alliés d'augmenter à 2% ces investissements, mais nous le faisons aussi pour nous, pour notre sécurité. Voilà pour cette déclaration du chancelier allemand Olaf Scholz. Pour en apprendre plus, on prend tout de suite la direction de Berlin, justement, où nous attend le correspondant de France 24, Nick Spicer. Bonjour Nick. Nick, on l'a compris, c'est un changement majeur dans la ligne politique allemande, ces annonces. Ah, c'est sûr et certain, je suis peut-être à un demi-kilomètre du Bundestag, où en fait c'est la fin, je ne peux pas dire la fin du pacifisme allemand, mais c'est la fin de cette tradition de l'Ostpolitik, où l'Allemagne essaie par le dialogue d'établir une entente avec la Russie, d'adoucir un peu les relations diplomatiques et d'éviter la guerre. C'est la détente que l'on connaît de la guerre froide. Tout cela prend fin en quelque sorte. Alors que la porte reste ouverte au dialogue, les Allemands ont décidé de vendre des armes, d'envoyer des armes en Ukraine, comme vous venez de le dire, et ça c'est vraiment nouveau parce que jusqu'ici c'était un tabou. Les Allemands, dans le dernier sondage qui a été conduit avant l'invasion de l'Ukraine, étaient à 68% à s'y opposer. Maintenant c'est un fait accompli, on envoie des missiles anti-chars, des missiles solaires en Ukraine, beaucoup de pétrole pour les chars ukrainiens, et donc c'est un revirement très important, et il faut souligner que ces 100 milliards, ces nouvelles dépenses seront enchâssées dans la Constitution, d'après les dires du chancelier allemand aujourd'hui. Nick, vous êtes, on l'aperçoit derrière vous, dans les rues de Berlin, où des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce dimanche pour dénoncer l'invasion russe de l'Ukraine, et vous avez pu suivre cette mobilisation.
Voilà, donc je suis devant l'ambassade russe. Vous voyez peut-être le drapeau tricolore qui flotte au-dessus de l'ambassade. Et donc, il y avait devant l'ambassade des Ukrainiens, des Russes, une fanfare qui jouait l'hymne national ukrainien à répétition. Et, il y avait des rires, des larmes, beaucoup de gens très émus. Il y a des gens vraiment de toutes sortes ici, de tous les âges, des familles qui sont venues, les parents qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas de guerre pour leurs enfants, ce qui est tout à fait compréhensible. Des gens qui étaient là tous en solidarité pour l'Ukraine, certains qui étaient contre l'idée de livrer des armes, qui m'ont dit en fait ça ne servait à rien. Ils n'étaient pas contents de cette idée d'avoir une rupture dans la tradition pacifiste allemande, mais tous étaient pour que l'on vienne en aide aux Ukrainiens. Alors que Poutine brandit la menace nucléaire contre les pays occidentaux qui voudraient s'opposer à ses actions militaires en Ukraine, les pays européens répondent par des sanctions, mais aussi par des livraisons d'armes. Et la crise devient mondiale avec d'un côté cette menace nucléaire, donc désormais brandie par Vladimir Poutine, et de l'autre un nouveau train de sanctions massives dévoilé par les Européens, fermeture de l'espace aérien aux avions russes, mais surtout, et c'est historique pour l'Union européenne, Bruxelles veut livrer des avions de combat et financer des livraisons d'armes à l'Ukraine, 450 millions d'euros au total, et changement complet de doctrine pour certains pays, Valérie Crova. Cela faisait 83 ans que la Suède n'avait pas pris une telle décision. La première ministre Magdalena Andersson a annoncé hier que son pays allait envoyer 5000 lance-roquettes anti-chars à Kiev. Stockholm s'était toujours refusé à livrer des armes à un pays en guerre, du moins depuis 1939, après que la Finlande a été attaquée par l'URSS. La République tchèque va donner 7000 fusils d'assaut ainsi que plusieurs dizaines de fusils de précision. La Pologne, pour sa part, a déjà prévu d'expédier des dizaines de milliers de munitions à son voisin ukrainien. L'Allemagne va livrer, quant à elle, 1 millier de lance-roquettes et 500 missiles solaires, tout comme les Pays-Bas, qui vont envoyer, dès que possible, 200 missiles Stinger. La Belgique a répondu également présente. Elle fournira 2000 mitrailleuses à l'Ukraine. Le Portugal, des casques, des lunettes de vision nocturne et des munitions de différents calibres. Le président ukrainien a interdit aux hommes de plus de 18 ans de quitter le pays et a fait distribuer des milliers de Kalachnikov à la population civile. Cette surenchère guerrière installe le conflit dans la durée et les manifestations anti-guerre sont de plus en plus nécessaires. Les Russes d'ailleurs l'ont compris aussi, comme en témoigne cette jeune manifestante entendue dans un reportage d'Arte. La police a interpellé 431 manifestants. La plupart sont toujours en détention. Nous demandons à des passants ce qu'ils pensent de l'invasion russe en Ukraine. Je soutiens la manifestation contre la guerre, car dans un conflit, ce sont toujours les innocents qui souffrent. Tuer des gens n'est jamais une bonne chose. Novaya Gazeta est un des rares médias à prendre clairement position contre la guerre. La Russie bombarde l'Ukraine, peut-on lire sur sa une. Et en signe de solidarité, le journal est édité en russe et en ukrainien aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que des Russes s'opposent à la guerre en Ukraine. Déjà en 2014, l'Union des comités de mères de soldats de Russie s'était exprimée contre l'envoi de soldats russes en Ukraine. Il faut rappeler que cette union a été créée au moment de la guerre en Tchétchénie et s'est manifestée avec vigueur quand, pendant la seconde guerre de Tchétchénie, Poutine a décrété l'extermination du peuple tchétchène. Cette union des mères de soldats a pour but de protéger les appelés souffrant de pathologies et qui sont appelés au service militaire, protéger également les soldats qui souffrent souvent de mauvais traitements dans l'armée russe, défendre les déserteurs de l'armée russe et aussi aider les soldats démobilisés, blessés ou malades. Maurice Montet, notre secrétaire de l'Union pacifiste, a déjà rendu visite à ces mères de soldats à Moscou en 2012. En 2014, le comité des mères de soldats de Russie dénonçait déjà le manque d'informations officielles sur les soldats morts et disparus lors des combats en Ukraine. Ella Polyakova, présidente du comité des mères de soldats de Saint-Pétersbourg, parlait aussi d'invasion russe. Invitée en octobre 2014 à Paris par la Fédération internationale des droits humains
pour participer au forum intitulé « Pour votre liberté et pour la nôtre, solidarité avec les sociétés civiles de Russie et d'Ukraine », Elia Polyakova déclarait. Depuis 1991, notre organisation s'occupe du problème de la souffrance des jeunes gens qui se retrouvent à l'armée, où ils sont pris dans un engrenage de violence. Ils sont nombreux à en ressortir traumatisés psychologiquement et à en conserver des séquelles physiques. Certains y laissent la vie. À nos yeux, cette situation est totalement anormale. C'est pourquoi nous avons commencé à nous occuper des problèmes des conscrits et des militaires. De plus, nous avons compris qu'il fallait aider les gens à s'approprier leur dignité humaine. C'est d'ailleurs l'objectif de notre programme Improvement, qui vise à permettre à chacun de prendre pleinement conscience de sa dignité humaine. Et à ce propos, énormément de personnes nous contactent en appelant sur nos lignes d'urgence. Nous en avons deux, un numéro fixe et un numéro mobile. Ainsi, sur notre ligne mobile, nous recevons jusqu'à 600 000 appels par mois de toute la Russie. À cause de notre position civique et de notre programme, qui rencontre un grand succès, notre organisation a été placée par le gouvernement sur la liste des agents de l'étranger. Quand nous l'annonçons aux gens, ils s'en étonnent. Mais cela ne les empêche nullement de venir nous consulter, qu'il s'agisse de militaires, de conscrits ou de civils. En revanche, ce qu'on peut considérer comme des militants du parti de la guerre s'insurgent contre nos activités et essayent de faire interdire notre comité. Il est évident que ces comités de mères de soldats gênent le dictateur Poutine, comme d'ailleurs tous ceux qui manifestent contre la guerre actuellement dans les villes de Russie. Mais Poutine, même s'il les fait arrêter par centaines, ces manifestants ne sont pas prêts de se taire. Сделают отмороженным выражение лица. Войны за отъем чужой территории, за пионер-лагерь «Чайка» в Евпатории, в наркотическом экстазе имперского величия. Им плевать на договоры и на рамки приличия. Войны — идеальный формат для ТВ. Вранье 24 до потемнения в голове. Войны без науки, войну разжигали банальные воры, возомнившие, что они всей вселенной дирижеры, лишившись рассудка, инстинкта самосохранения, в бездну войны бросают новые поколения. Граждане для хунты лишь подопытные кролики. Команда кричать «Ура!» дана академикам и дворникам. За войну ставят подписи халуи или заблюды. Против войны протестуют все порядочные люди. Войны без науки, героической неуловки. Войны во все стороны. Это очень здорово.
апофеоз военщины воспет пропагандистам. Войну с пеной у рта требуют сатанисты. Война организует модернизацию танка, новые ряды могил и триумфальные арки. Vous venez d'entendre la chanson contre la guerre du groupe russe Zentre. Alors je trouve la traduction de quelques couplets de cette chanson contre la guerre. Voici ce que dit cette chanson. De banals voleurs ont déclenché la guerre. Ils font croire qu'ils sont les dirigeants de l'univers. Privés de raison et d'instinct de conservation, dans l'abîme de la guerre, ils lancent une nouvelle génération. Et le couplet suivant. C'est l'apothéose de la clique militariste qui chante avec les propagandistes. Les satanistes l'écume à la bouche exigent la guerre organise la modernisation du tank, de nouvelles rangées de tombes et d'arcs de triomphe. Mais il faut dire que de nombreux artistes russes ont pris position contre la guerre et parmi eux, Elena Kovalskaya, qui a démissionné dès le premier jour de son poste de directrice du théâtre d'État de Moscou. Alors dans un post sur les réseaux sociaux, elle a écrit « Mes amis, en protestation contre l'invasion russe de l'Ukraine, je démissionne du poste de directeur du théâtre d'État. Il est impossible de travailler pour un meurtrier et d'être payé par lui. » Alors la personne qui publie d'ailleurs la photo d'Elena souligne « Pour comprendre la bravoure de son acte, il faut noter que le théâtre Mayakovsky à Moscou avait auparavant interdit à ses acteurs de commenter de quelque façon que ce soit l'invasion russe de l'Ukraine, tandis que le service culturel de la ville signalait toute communication négative comme une trahison. Les très nombreux manifestants russes qui continuent à crier non à la guerre dans les villes russes sont réprimés et arrêtés par la police, mais malgré la peur, l'opposition ne faiblit pas. Et le mercredi 2 mars, par exemple, on pouvait entendre encore sur France Inter ce témoignage d'une professeure russe de français. Je ressens une grande angoisse et en fait une grande colère aussi. Même si j'ai jamais soutenu Vladimir Poutine, je me sens quand même impliquée dans tout ce qui se passe. Je sens une très grande honte. C'est catastrophique, ça me dévore à l'intérieur en fait. Avec mon ami, il y a quelques jours, on est sorti dans la rue avec une pancarte non à la guerre et juste on voyait les gens, je sais pas, qui hachaient les yeux en fait, qui se détournaient. Il y a très peu de gens qui nous montraient des signes de, je sais pas, de soutien. Et j'aimerais bien, oui, que les Russes, en tout cas, ils aient un peu moins peur, en fait, de dire ce qu'ils pensent. Parce qu'il y a, dans mon entourage, en tout cas, dans mon entourage proche, la plupart des gens, ils sont absolument contre la guerre. Pour le moment, ils s'expriment sur les réseaux sociaux, mais pas tout le monde sort. Parce que les gens, ils ont très très peur. On comprend la peur des moscovites qui s'opposent à la guerre, et on peut saluer aussi leur courage, comme certains d'ailleurs saluent le courage des résistants ukrainiens. Mais il faut craindre aussi les appels guerriers partout en Europe. De nombreuses images d'hommes et de femmes ukrainiennes en armes apparaissent sur les réseaux sociaux et les va-t-en-guerre occidentaux se réveillent pour demander des actions militaires. Plusieurs pays occidentaux ont mis leurs armées en alerte et la France, pays militarisé, n'est pas en reste. On aura plus de 1500 militaires français directement impliqués dans les missions de renforcement de la posture de l'OTAN sur le flanc Est, indique l'état-major français. Quelques 500 soldats sont déployés en Roumanie, en plus des 300 déjà actifs en Estonie, où une centaine d'autres accompagnent l'arrivée de 4 avions Mirage 2005 destinés à, entre guillemets, renforcer la défense aérienne des pays baltes, fermez les guillemets, et en outre, environ 8000 militaires français sont, entre guillemets, d'alerte dans le cadre de la force de réaction rapide de l'OTAN, dont la France assume le commandement en 2022, d'après l'état-major français toujours. Alors, le chef de guerre Macron monte en première ligne. Message solennel aux armées diffusé hier soir par l'Élysée, c'est rare. Le président s'adresse directement aux soldats, notamment pour les appeler à la vigilance. Pourtant, ils ne sont pas présents sur le terrain ukrainien. Alors, comment interpréter ces propos, Marie-Pierre Véraud ?
Je sais pouvoir compter sur vous. Une adresse aux armées assez rare. Dans un long texte rendu public hier soir, le président appelle ses armées à la vigilance, à la retenue face à de possibles interférences. Face à cette offensive russe, la plus grave, écrit-il, et la plus désinhibée des manifestations de puissance du régime russe depuis la fin de l'URSS. Les militaires français sont engagés dans le cadre de l'OTAN sur le front oriental, en Roumanie, en Estonie, en Pologne, et à ce titre, ils peuvent être confrontés à des provocations russes. Il importe qu'elles n'entraînent pas de dérapage et de confrontation directe. D'autant que se profile une très délicate opération, la livraison d'armes à l'Ukraine. Moscou pourrait s'en saisir pour dénoncer une attaque de l'OTAN, une posture agressive face à laquelle il convient de conserver le plus grand calme. Un message aux armées donc, un message à Vladimir Poutine, dont le président français a senti la détermination, mais surtout l'enfermement dans une logique de confrontation. Un message enfin aux Français, auquel il rappelle son rôle de chef des armées, ce qui n'est pas inutile en période électorale. Si le chef des armées, Macron, croit utile de s'aligner sur l'OTAN, et si certains pensent encore que l'OTAN pourra arrêter le rouleau compresseur de l'armée russe en Ukraine, les opposants à l'OTAN, dont fait partie naturellement l'Union pacifiste, ces opposants donc estiment que l'OTAN a aussi une part de responsabilité dans ce conflit tragique en Ukraine. C'est d'ailleurs ce que pense même un général de l'armée française, le général Vincent Desportes, qui l'a expliqué sur un plateau de télévision le 28 février. L'OTAN a accru les tensions en Europe. L'OTAN est une administration dont le premier but était de perdurer. Donc on est allé s'inventer des ennemis, en particulier en Afghanistan. Voilà. Une institution veut perdurer. Donc c'est une administration. C'est une administration avec des gens qui font carrière. Les Allemands font carrière dans l'OTAN, les Hollandais font carrière dans l'OTAN. Il y a énormément de gens qui ont intérêt à ce que l'OTAN perdure dans son être. Général. L'extension a été souhaitée par les peuples. Je continue. C'est pas un jeu de géographie. Les pays de l'ex-bloc de l'Est n'avaient qu'une idée en tête, c'est d'intégrer l'OTAN pour protéger de la menace russe. La politique réaliste, l'Ukraine souhaite rentrer dans l'OTAN. Vous serez probablement d'accord avec moi sur le fait qu'il ne faut pas l'admettre demain matin dans l'OTAN. Ouais. Donc peut-être que si on l'y avait mise, on n'en serait pas là aujourd'hui. Hein. Peut-être, mais peut-être que si l'OTAN avait été dissoute comme cela avait été promis aux autorités soviétiques au moment de la chute du mur, alors nous n'en serions pas là. Et qui a fait cette promesse? Eh bien, vous savez très bien que cette promesse a été faite aux dirigeants soviétiques. Mais non. Enfin, tout le monde le dit. Mais elle n'est dans aucun texte. Pardon, mais qui Non, vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça parce que je peux pas vous le dire maintenant, mais ça a été dit. Ça a été reconnu par tout le monde. Alors vous pouvez dire maintenant que ce n'est pas vrai, mais si, ça a été dit. Il est clair que le pacte de Varsovie ayant cette promesse a été fait à Yeltsin du côté russe, du côté allemand c'était qui, Kohl, je crois, et du côté américain c'était le secrétaire d'État. Bon, voilà, ça a été fait. Ça n'a pas été fait. Alors je vais expliquer une histoire. Est-ce que j'ai 3 minutes? Non, vous en avez moins que ça. Bon, alors je continue. Pourquoi ai-je dit à un moment donné que l'OTAN était une menace? Parce que elle confie la sécurité des Européens à un pays qui s'appelle les États-Unis, qui a des intérêts de plus en plus divergents des intérêts européens. Les États de l'OTAN ne sont pas inféodés aux décisions des États-Unis, absolument pas. Chaque État est libre ou pas. La preuve par l'Irak. Or, nous remarquons que les États-Unis, que je connais relativement bien pour avoir vécu longtemps aux États-Unis, ont laissé tomber Chiang-Kai-shek en 49, ils ont laissé tomber leurs amis vietnamiens en 75, ils ont laissé tomber leurs amis irakiens, ils ont laissé tomber leurs amis afghans, ils n'ont pas été bombardés, monsieur Assad, en 2013. Donc il y a un manque. Donc confier sa défense ultime à quelqu'un dont la parole est historiquement non fiable me paraît absolument dangereux. Nous partageons bien sûr le point de vue du général Desportes sur l'OTAN, même si nous ne partageons pas bien sûr avec lui son point de vue sur la défense de l'Europe. Mais vous avez entendu aussi les journalistes et les politiques en treillis et qui sont prêts à envoyer au combat tous les pauvres bougres qui croiront à leur propagande. Pour l'Union pacifiste, la position est simple. Non à la guerre, non à Poutine, non à l'OTAN. La plupart des organisations pacifistes, d'ailleurs, se sont prononcées contre la guerre en Ukraine. Et on peut citer entre autres, je vais être très succinct, le Mouvement de la paix, les syndicats CNT Solidaires et même Greenpeace France qui a déclaré
La communauté internationale doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre un terme à cette guerre de façon pacifique et le plus vite possible. On a entendu aussi les membres de l'ONG Mémorial à Moscou, pilier de la défense des droits humains et gardien de la mémoire des millions de victimes des crimes de l'URSS, qui a d'ailleurs été dissoute par Poutine et qui a dit, au cours de son audience en appel le 28 février, non à la guerre. Alors nous arrivons maintenant au terme de cette émission qui a suivi la chronologie d'une semaine guerrière en Ukraine et nous serons sans doute obligés de revenir sur ce sujet qui nous concerne tous directement. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Що ж я не зумів зупинитися вчасно, все ясно, зі мною тепер і назавжди пізно не йди від мене. Рап-рап-пароди-бандай, я налию собі, я налию тобі вина, а хочеш із медом. Хто ти є, ти взяла моє життя і не віддала. Хто ти є, ти випила мою кров і п'яною впала. Твої очі кличуть, хочуть мене, ведуть за собою. Хто ти є, ким би не була ти? Я не здамся без бою. Що ж це я не зумів зупинити тебе сьогодні так дує без тебе, сумую без тебе, накинь щось на себе. Рап-рап-пароди-бамбай, я налию собі, я налию тобі вина, а хочеш із медом. Хто ти є, ти взяла моє життя і не віддала. Хто ти є, ти випила мою кров і п'яною впала. Твої очі кличуть, хочуть мене, ведуть за собою. Хто ти є, і ким би не була ти? Я не здамся без бою. Я налию тобі вина, а хочеш із медом. Хто ти є, ти взяла моє життя і не віддала. Хто ти є, ти випила мою кров і п'яною впала. Твої очі кличуть, хочуть мене, ведуть за собою. Хто ти є?